Donc, comment est-il à la portée de toutes les entreprises? Donc ça, c'est ce que la réponse qu'on fera ensemble à la fin de cette présentation. Pourquoi il ne savait pas? Puisque je ne suis pas sur le bon truc. Attendez. OK. Donc, on va voir rapidement l'origine de Kanban, hein. C'est la brève histoire. On va mettre un peu plus d'histoire par rapport à l'anecdote que Nassur a donnée. On verra les différents principes. Après, on rentrera dans des éléments un peu plus spécifiques au Kanban IT, donc les cadences, les classes de service et les cadences. Et ensuite, on essaiera de conclure tous ensemble. Donc, Kanban est apparu environ au niveau des années 50, hein, et qui a été développé par un ingénieur qui s'appelle Taishi Ono. Et comme l'a dit tout à l'heure Ahmet, effectivement, au départ, c'est orienté production industrielle et donc modifier un peu la manière de faire pour améliorer la productivité et être sur des flux tendus et non plus être dans la prédiction et la prévision, mais plus s'adapter à ce qui arrive, donc aux différents flux qui vont arriver par la suite. Donc, c'est une manière un peu différente de fonctionner, hein, par rapport à l'historique. Là, on va être plus sur du juste à temps et flux tendu pour justement limiter tout ce qui est temps de production, gestion des stocks, pertes, etc. Et donc, ça a été mis en place et ça a été vraiment connu au sein de Toyota. Donc, et Toyota, justement, a mis cette méthodologie en place qui a permis justement d'avoir des avantages qui sont multiples, dont la diminution des stocks d'environ de l'ordre de 30%. Et pour une industrie et pour des grosses sociétés, c'est vraiment pas négligeable, c'est énorme même. Et puis derrière, ça a beaucoup d'effets positifs dans le sens où si vous réduisez vos stocks de 30%, ça veut dire que vous réduisez les surfaces de stockage, vous réduisez le personnel qui doit faire les inventaires, etc., etc. Il y a énormément de bénéfices. Déjà, 30%, c'est un chiffre qui est énorme. Et ensuite, quand on regarde tous les effets qu'il y a derrière, hein, en cascade, c'est quelque chose de très, très bénéfique. Donc, déjà, on voit dans le domaine de l'industrie que c'est très, rien qu'avec cet avantage-là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ensuite, donc réduction des coûts de stockage et de manutention. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est un des effets de bord qu'il y a justement à la diminution des stocks. Progression de la productivité, bah, on produit beaucoup plus vite avec Kanban qu'avec un cycle plus traditionnel ou du moins historique, parce qu'au final, maintenant, 1950, ça fait un peu vieux. Et donc, ça rentre dans les méthodes, on va dire, traditionnelles au niveau industrie. Donc, production de la productivité, optimisation des capacités humaines et industrielles. Donc, comme on est sur du flux tendu, bah, en fait, on va maximiser le travail à ne pas faire. Donc, on va vraiment se focaliser sur ce qui a de la valeur et de l'amélioration de la satisfaction client parce qu'on réduit justement le time to market dans ce genre de pratique. Il faut savoir que dans l'histoire de Kanban, donc, comme l'a dit tout à l'heure Nassur, on l'a utilisé pour des parcs, etc. Mais ça a été utilisé aussi dans beaucoup de domaines autres que l'industrie et les parcs. Et justement, la question de cette présentation, c'est de savoir est-ce que c'est adapté vraiment à tous les secteurs, aussi bien comptable, commercial, médical peut-être, hein, vu que c'est un peu ce qu'on est dans l'actualité. Donc, on va essayer de répondre à tout ça ensemble euh, juste après. Donc, le principe de Kanban, c'est de visualiser les éléments qui vont nous permettre de travailler. Donc, c'est-à-dire, on parle souvent de management visuel, même dans l'industrie au niveau des… Donc, il y a plusieurs manières de mettre en place au niveau de l'industrie, même si ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, la pratique de comment au niveau industriel. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est qu'on va mettre des étiquettes sur certaines pièces, on va mettre des étiquettes comment sur certaines machines. Et aussi, en fonction des différents types d'industrie, la manière de mettre en place le comment peut varier de l'un à l'autre. Mais favoriser le management visuel, ça permet de faciliter l'organisation et d'avoir un accès direct à l'information plutôt que d'aller regarder dans des processus, des procédures ou des process pardon, assez lourds. Donc l'objectif qui en découle, c'est limiter justement le work in progress. Donc les flux de travaux vont être limités pour justement éviter de faire trop de tâches en parallèle et augmenter par conséquent le time to market. Donc ensuite, on va gérer justement ces différents flux avec des indicateurs. Si on veut limiter le time to market et le work in progress, il va falloir qu'on mette des limites sur chacune des étapes. Donc, je dis une bêtise, vous êtes en train de faire, de faire des pizzas. Votre four, bah, vous allez dire, pour que les pizzas cuisent plus vite, je vais mettre que 2 pizzas maximum dans mon four et pas plus.
Sinon, le temps de cuisson va être plus important si je mets 4 pizzas, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple. Je ne sais pas s'il est vrai, parce que je ne suis pas à mettre en temps de cuisson de pizza, mais c'est dans l'esprit. Ensuite, donc, rendre des règles explicites, donc c'est-à-dire qu'à clarifier clairement ce qui va vous permettre de passer d'une étape à une autre, d'un flux à un autre. Et on verra, on parlera, pour ceux qui connaissent Scrum, donc c'est une autre méthode agile, on parle du definition of done. Dans le domaine de l'IT, on reviendra plus dessus après. On va dire le definition of du flux qui est concerné pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et ensuite, donc l'amélioration collaborative. Donc, on va être plus dans une approche d'amélioration continue et d'amélioration des interactions entre les différents individus. Donc ça, c'est le principe assez basique de base qu'on va retrouver à la fois dans le Kanban classique et dans le Kanban IT et qui sera valable aussi pour tout type de Kanban qu'on souhaiterait mettre en place. Et donc voilà, ça se représente. Là, je vous ai mis un exemple d'image qui est propre à l'IT, mais après, le Kanban, en fait, ça veut dire étiquette. Donc à partir du moment où on est capable de poser des étiquettes, on peut s'organiser un peu comme on le veut et on verra que d'une boîte à une autre, d'un contexte à un autre, le comment change, mais l'esprit reste. Donc, l'approche comment permet, comme on l'a dit, donc, de contrôler visuellement les différents flux. L'objectif, c'est justement d'être dans une amélioration continue, c'est de vérifier est-ce que ce qu'on a mis dans notre comment fonctionne et d'être dans une optique d'amélioration continue et de flexibilité de cette fameuse méthode. Il faut savoir que ce soit dans l'industrie ou dans l'IT ou dans tout autre domaine, on peut avoir des urgences et Kanban, pour le coup, le gère assez bien. On verra ça avec les classes de service. Donc, le Kanban est basé sur 4 principes assez simples. Commencez par ce que vous faites actuellement. Contrairement, et ça, moi, je le rencontre aussi dans toutes les transformations que j'ai pu piloter ou que je peux mettre en place actuellement, l'objectif, c'est de ne pas faire de Big Bang. Très souvent, quand on parle de transformation ou de mise en place d'une méthodologie, en général, on veut tout évincer et arriver avec une nouvelle méthode. Ça peut fonctionner, mais on sait très bien que plus les structures sont grosses, plus c'est compliqué de mettre en place ce genre de concept. Donc, comment, pour le coup, là-dessus est assez bien adapté parce que dans tout ce qui est transition, comment on va utiliser déjà tout ce qui est en place. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des processus ou des process en place, vous pouvez très bien les intégrer à Kanban. Et ensuite, ça va être on va dire la mécanique d'amélioration continue qui va vous pousser vers le retrait de certains processus, etc. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans toute la partie Ops, donc infrastructure, production dans le domaine de l'IT, on a souvent ITIL qui vient en confrontation avec l'agilité. Et ITIL, on sait qu'il y a beaucoup de procédures, beaucoup de processus, etc. Et pour le coup, si vous voulez venir mettre en place de l'agilité sans tenir compte de ce qu'il y a déjà en place avec ITIL, vous allez avoir un conflit fort entre ces deux méthodes, surtout si on est encore sur ITIL 3 plutôt que ITIL 4, parce que ITIL 4, justement, s'ouvre à l'agilité. Et donc, Kanban est plutôt bien adapté et justement, ça fonctionne avec les nouveaux métiers de l'agilité. Et donc, on reparlera un peu plus de l'agilité par la suite, parce que là, sinon, je risque de m'écarter. Ensuite, accepter d'appliquer des changements progressifs. Donc, ça rejoint c'est la continuité du premier objectif. Donc, on prend déjà ce qui fonctionne, on garde les processus actuels, et ensuite, on va faire des changements progressifs. On va monter étage par étage. Et donc, les collaborateurs sont généralement, avec cette stratégie, sont plus ouverts au changement plutôt que d'arriver avec des trucs totalement innovateurs ou qui chamboulent le quotidien. Et si vous faites un effet Big Bang, vous allez créer de la frustration et du blocage de la part des équipes ou de vos collaborateurs. Troisième point, donc respecter le processus actuel, les rôles, les responsabilités et les titres. C'est hyper important parce que pour ceux qui connaissent Scrum, quand Scrum est arrivé, on a dit bah, Scrum, il n'y a plus de hiérarchie. Donc les chefs de projet, on n'en veut plus. On va mettre un Scrum Master qui fait partie de l'équipe. Et ça a créé beaucoup de frustration, surtout dans les pays francophones où l'aspect hiérarchique a quand même son importance. Dans les pays anglo-saxons, avec le temps, bon, c'est différent, la mentalité est aussi différente. Par contre, en France, on a eu ce frein qui a fait aussi qu'on a constaté que dans les mises en place de Scrum, on se rend compte qu'en fait, c'est du Scrum un peu bidouillé, c'est pas vraiment du Scrum, c'est pas vraiment de l'agilité, etc. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu
lâcher leur responsabilité ou leur petit trône, etc. Donc, ça a créé de la frustration. Et justement, Kanban va essayer de, on va dire, satisfaire un peu l'ego des différentes personnes et dire, bah voilà, vous gardez vos titres, vous gardez vos responsabilités, on garde les rôles qu'il y a. Et au fur et à mesure, en fonction du mindset qu'on va avoir, en fonction du contexte dans lequel on évolue, on va pouvoir entamer le changement et on va surtout accompagner à ce changement-là. Et enfin, quatrième principe, qui est selon moi un des plus importants, c'est justement de mettre du leadership à tous les niveaux. On va essayer de faire en sorte d'impliquer tout le monde dans cette mécanique et dans ce changement. Et on verra de toute façon, si les chiffres sont bons avec l'adoption de Kanban, on va essayer de créer un cercle vertueux qui va justement pousser les gens à s'améliorer, à se transformer et à continuer d'être mieux en termes de transformation. Voilà, donc ça, c'est les principes. Et donc, on peut voir justement différents exemples de mise en place de Kanban dans des secteurs totalement différents. Donc, Kanban pour la fabrication, on l'a pu le voir avec Toyota, donc dans les usines, dans l'industrie, et plein d'autres. Hein. On a différents exemples au niveau de l'industrie. C'est connu, Kanban est utilisé à ce niveau-là. Ensuite, on a le Kanban, donc justement, au niveau de la gestion des foules. Et c'est un des cas qu'on a au niveau du palais impérial de Tokyo, où des cartes sont distribuées aux différents visiteurs au début de leur visite. Et donc, en fait, il y a un système de Kanban. Les touristes qui viennent, ils ne s'en rendent pas compte. Les Japonais le connaissent parce que maintenant, c'est intégré aussi dans la culture japonaise. Mais c'est vraiment Kanban qui va permettre justement de limiter le nombre de personnes en fonction de la capacité d'accueil de l'endroit. Donc, ça peut très bien être utilisé dans l'événementiel, dans la gestion des foules en général. Donc là, c'est un exemple, le palais impérial l'utilise vraiment, mais on pourrait très bien l'utiliser dans la gestion d'un concert, la gestion des entrées des flux, je sais pas moi, vous avez un salon, vous ne voulez pas qu'il y ait trop de foule, etc., etc. Donc ça peut être utilisé dans le domaine de l'événementiel. Ensuite, donc, on a le Kanban pour les projets IT. Et je vais juste revenir sur une petite anecdote au niveau du Kanban. Kanban est apparu au niveau des années 50. Quand les Japonais ont commencé à mettre Kanban en place et qu'ils ont vu justement les gains à mettre en place Kanban, il y a eu une petite rétrospective de la Seconde Guerre mondiale qui a été faite. Et il y a eu un affrontement entre les Britanniques et les Japonais. Et en fait, les Japonais se sont dit, bah, les Britanniques, ils nous ont battus parce ils avaient une capacité industrielle beaucoup plus forte que la nôtre, par la révolution industrielle qu'il y a eu en Europe les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les Japonais se sont dit, si on avait utilisé Kanban, on aurait gagné cette guerre contre les Britanniques. Donc, en fait, on voit que aussi l'aspect militaire peut rentrer en compte. Et donc, au final, je réponds un peu en avance à la question. Si on arrive à l'adapter correctement, on pense Kanban peut être utilisé, et c'est pour ça qu'elle peut être à la portée de toutes les entreprises et tous les domaines. Je vous donne un autre exemple qui me touche plus particulièrement. Avec mes frères, on a des auto-écoles et on met en place, on essaye justement, c'est mon rôle, donc j'essaye d'insuffler dans l'organisation des différentes auto-écoles qu'on a le système Cambran pour la gestion des salles de code, pour la gestion des différentes formations. Donc, c'est quelque chose qu'on expérimente, mais qui peut être très bien adapté à ça. Donc, ça peut être adapté à des toutes petites structures comme à des très, très grosses structures. Et il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle le Kanban à l'échelle qui peut être appliqué justement à des grosses structures. C'est un peu ce qu'on a déjà dans l'industrie, mais dans le domaine de l'IT, c'est une pratique un peu différente, mais ça existe. Et on verra que justement, Kanban agile permet justement de mettre en place différentes cérémonies ou cadences qui permettent de gérer comment s'appelle, l'agilité à l'échelle. Alors, un exemple, donc ça, c'est un Kanban. Alors, c'est lequel, celui-ci, que je ne vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est celui de VMware. Voilà, c'est celui-là, celui-ci. Je ne sais plus c'est lequel, celui-ci. En tout cas, là, on a un Kanban. Alors, on a un Kanban d'une boîte, je ne sais plus qui c'est, je l'avais mis dans la note. Alors, attendez, je vais retrouver. Mais en tout cas, c'est un Kanban plus infrastructure, DevOps qui a été mis en place. Donc, on voit qu'ici, il y a les différents projets sur lesquels on va travailler. Et donc, c'est les différents flux. Donc, je vous expliquerai aussi les différentes natures de flux.
On voit qu'il y a un flux d'analyse, un flux justement de file d'attente, ready for IT, etc. Donc, on voit différents flux et différents projets qui vont être concernés. Ensuite, on voit, donc ça, c'est le comment Spotify. Donc, on voit qu'il est totalement différent. On voit qu'il ne gère pas, on n'a pas une gestion de projet, mais plus déjà, on a beaucoup moins de flux. On a un to-do, on a une progress et un done. Et on peut voir des flux. Donc, les flux verticaux sont les flux de réalisation ou de buffer. Donc, ça, je vous l'expliquerai par la suite. Et ensuite, donc, on a ce qu'on appelle des classes de services. Donc, tangible, intangible, pardon, expedite, etc. Donc, ça, je vais vous les expliquer aussi par la suite. Et enfin, donc, on a celui de VMware où là, on voit donc un Kanban qui est encore différent avec des flux verticaux qui sont des flux de réalisation ou des buffers. Et on voit au sein des flux de réalisation des limites au niveau du work in progress. Donc ici, on voit que par exemple dans analyse, on ne peut pas traiter plus de 3 tickets sur le flux, sur chacun des flux, donc dans le in progress et dans le done. Ensuite, une fois que c'est done, on va dans le construction. Là, on ne peut pas gérer plus de 5 Kanban au niveau de ce flux-là, etc., etc. Et donc, on va limiter comme ça le travail à faire de manière parallèle pour améliorer le time to market d'un ticket ou d'une user story. Donc voilà, donc ça, c'est différents commandes qu'on peut avoir. Donc vous constatez qu'ils ont quand même une tête assez différente, mais au final, le principe est le même. D'accord? Donc ici, on voit pas trop de limites dans celui-ci. Donc, les classes de services. Donc, c'est les fameux flux horizontaux que vous avez pu voir dans le Kanban de Spotify. Donc, on va en avoir 4. Donc, on va avoir le flux, pardon, le service urgence. Donc, c'est un élément qui doit justement être fait le plus rapidement possible parce que c'est une urgence, par exemple, de production, une urgence de production, une urgence au niveau, on a un bug critique qu'il faut résoudre. Voilà, c'est quelque chose qui doit arriver de manière quand même très rare et on devrait avoir qu'une seule demande dans le Kanban de cette classe de service. Les classes de service, eux, vont nous permettre justement de réduire ce qu'on appelle le coût des retards. Donc, quand on parle de coût de retard par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude, où en fait, on va avoir de la prédiction, on va avoir des demandes qui sont faites et on va les traiter par rapport à une capacité à faire de l'équipe, etc. Et on voit très bien, pour ceux qui connaissent un peu l'IT, qu'on a un gros volume de projets qui sont en retard et qui ne sont pas aboutis. Avec Kanban, on va être sur du flux tendu. Donc, en fait, on va prendre ce qui a le plus de valeur et on va le gérer tout de suite. Donc, on va vraiment essayer d'optimiser le temps de réalisation et le temps de delivery assez rapidement. Donc, on va être vraiment sur du flux tendu. Donc, on va limiter les coûts qui peuvent être liés au retard. Donc, ça, c'est l'explication globale de comment on gère les classes de service. Maintenant, sur les classes de service, donc il y en a 4. Il y a l'urgence, c'est le niveau le plus haut. Donc, il faut, lorsqu'on a une demande qui arrive dans cette classe de service, on abandonne tout ce qu'on est en train de faire et on se focalise sur celle-ci pour justement ne pas faire perdre d'argent à la société pour laquelle on travaille ou du moins, d'un point de vue stratégique, apporter de la valeur assez rapidement et de manière très urgente. Donc, ensuite, il y a le flux standard qui représente 80% des demandes qu'on va avoir. Et donc, on va les traiter en flux tendu, priorisés par rapport aux différents rôles qu'il peut y avoir au sein des équipes. Ensuite, à date fixe, donc vous allez par exemple avoir des maintenances à une certaine date et il faut qu'en amont, on ait réalisé une certaine tâche. Donc, on va les prévoir assez à l'avance. Et donc, ça revient dans un flux qui est un peu à part, qu'on va devoir réaliser avant la date butoir ou pile poil à la date butoir. Donc, ça permet de s'organiser un peu différemment. Et intangible, en gros, c'est ce qu'on n'arrive peut-être pas trop à planifier, ou c'est des tâches de fond, ou ça va être des gros chantiers qui nécessitent beaucoup, beaucoup de travail de fond, mais qui n'apportent pas forcément de la valeur immédiate à l'équipe ou à la société pour laquelle on travaille. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de les avoir. Il faut savoir que tout le système Kanban n'utilise pas forcément ces classes de services au niveau IT, mais je pense que, en tout cas, moi, mon retour d'expérience, je pense que c'est quelque chose de très, très utile, surtout pour gérer les urgences et pour éviter d'avoir trop de demandes et de faire trop de refinement du board et des tâches qu'on réalise.
faut que je fasse un peu plus vite parce qu'on est déjà 12h30 et je voudrais bien avoir une interaction avec vous. Donc, on va passer directement aux cadences Kanban. Donc, je vais zapper un peu l'explication de chacune. Je vais plus aller sur le dernier schéma qui les rassemble tous, donc celui-ci. Et donc, on va voir qu'il y a 7 cadences Kanban. Une cadence, c'est quoi? Une cadence, c'est en gros une cérémonie ou une réunion qui va avoir lieu avec une fréquence différente en fonction des différentes cérémonies. Et on va parler de cadence parce que la cérémonie, c'est plus au niveau Scrum. Chaque cadence a un objectif bien précis. Et chaque cadence doit apporter de l'information aux autres cadences Kanban. Donc, il faut savoir que les 7 cadences-là ne sont pas forcément applicables dans tous les contextes et dans toutes les équipes. Donc, on va prendre, nous, ce qui peut nous intéresser et ce qui va avoir vraiment de la valeur pour vous. Donc là, c'est plus, il va falloir s'adapter pour savoir quelle est la cadence qui est le plus adapté à votre besoin. Donc, si on les repasse rapidement, donc on va commencer par les premières. Donc, c'est celles qui sont un peu enfin, opaques là. Donc, on a Strategy Review qui a lieu à peu près une fois par trimestre. Donc, cette Strategy Review, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout le socle qu'on va mettre en place sur notre méthode Kanban. Donc, à savoir quel processus on met en place, quel rôle on met en place, quels sont les différents flux qu'on met en place, etc. Donc, avec ces infos-là, on va pouvoir justement reprendre en compte, donc enchaîner sur la cadence suivante qui s'appelle le replenishment meeting. En fait, c'est ce qui va permettre d'alimenter vos flux de réalisation. Alors, je vais juste revenir rapidement, j'aurais dû le faire de cette manière-là. Je vais revenir sur un des boards, plutôt celui-ci. Donc, en Kanban, vous avez ce qu'on appelle des flux qui sont des buffers. Donc, ça veut dire que c'est des flux un peu parking où les demandes vont pouvoir arriver et patienter. Donc, vous n'allez pas avoir de limite au niveau du flux. Par exemple, si on prend le flux analyse qu'on a sous les yeux, on a une limite, c'est 3. Dans le ready, qui est en gros le buffer, on va pouvoir entasser beaucoup de demandes. Pour pouvoir réalimenter ces demandes-là, il y a certaines équipes, beaucoup d'équipes, et je pense que vous le savez, dans Kanban, ils n'utilisent pas de cérémonie. Donc, en fait, dès qu'il y a une demande, ils la mettent dans le ready ou dans le to-do. Et donc, en fait, on va avoir un parking qui va être énorme. Et donc, derrière, pour pouvoir le gérer correctement et prioriser le travail correctement, ça va devenir très compliqué. Il faut savoir que, de base, on n'est pas obligé d'utiliser un backlog. Donc, le backlog, en gros, c'est le bac à sable ou votre livre, en gros, qui contient toutes les demandes. En Kanban, on n'est pas obligé d'avoir un backlog, même si pour moi, je le conseille fortement d'avoir un backlog parce que la gestion du backlog, pour moi, a toute une science qui peut être très utile pour préparer le travail et pour prioriser correctement les demandes qui arrivent. Donc, le replenishment meeting va vous permettre d'alimenter justement ces différents buffers. Donc, on peut en avoir un ou plusieurs au sein de votre board. En l'occurrence, si on prend le premier board, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, on a les projets, donc analyse peut être un buffer et ID Dev Analyst, celui-ci peut être un buffer aussi, développement peut être un buffer. Donc, en fonction de la stratégie, on peut avoir plusieurs buffers. Donc, je reviens sur les différentes cérémonies. Donc, le replenishment meeting, en fait, va être la cadence qui va vous permettre de reprioriser et de réalimenter les buffers. Je conseille fortement celle-ci parce que ça va vous permettre justement de prioriser votre travail et aussi d'essayer de créer des plans de release, donc des plans de livraison. Parce qu'il faut savoir que normalement, si on veut faire du Kanban flux tendu, potentiellement, dès qu'on réalise une tâche ou un ticket, on va pouvoir le livrer aussitôt dans toute la chaîne. Or, on voit que ce n'est pas encore la maturité de toutes les entreprises. Donc, on va plutôt favoriser des livraisons par package. Et dans ce cas-là, le replenishment meeting peut vous apporter de la visibilité sur la priorisation des demandes que vous allez faire. Et derrière, pouvoir animer une autre réunion qui s'appelle le Delivery Planning Meeting qu'on va voir juste après, qui va vous permettre de justement créer vos packages de livraison. Ensuite, donc, dans ce fameux flux, donc horizontal, on voit qu'il y a 3 cadences. Donc, le replenishment meeting que je vais expliquer qui a lieu environ une fois par semaine. On va avoir donc le stand-up meeting qui est connu dans différentes méthodes.
qui va vous permettre de justement communiquer au sein de l'équipe, soit sur, si on prend un daily stand-up meeting qui est originé, qui vient de Scrum, où là, les personnes vont plus dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et est-ce que j'ai rencontré un point de blocage. Normalement, le stand-up meeting Kanban est différent et n'est pas focalisé sur les individus, mais plus sur les Kanban, donc sur les tickets que vous traitez. Et donc, l'idée, c'est de passer chacun des tickets et dire, voilà, est-ce que celui-ci a évolué depuis le précédent stand-up meeting? Comme ça permet justement d'identifier le travail sur ce ticket-là, identifier des points de blocage sur les différents tickets. Et normalement, ça devrait aller assez rapidement parce qu'on va traiter que les tickets qui sont en work in progress. Et comme Kanban veut que le work in progress soit limité, normalement, donc on doit avoir un stand-up meeting assez efficace. Il y a beaucoup, c'est quand même quelque chose de pas assez répandu, je trouve, le meeting Kanban, le stand-up meeting Kanban, mais qui peut avoir beaucoup de plus-value pour les équipes s'il est bien fait. Ensuite, donc, on a le Delivery Planning Meeting, hein, c'est ce que je vous disais, qui va vous permettre de planifier en gros vos livraisons, voir qu'est-ce qu'on livre, est-ce qu'il y a des impacts, est-ce qu'il y a des dépendances ou des interdépendances avec les autres projets ou avec d'autres prérequis qu'on doit avoir. Et c'est une cérémonie, alors pardon, le Daily Stand-Up Meeting, donc de par son nom, c'est quotidiennement. Et le Delivery Planning Meeting, en fait, tout va dépendre de vos fréquences de livraison. Si vous livrez toutes les semaines, il peut y avoir un Delivery Planning Meeting hebdomadaire. Si ce n'est pas le cas, ben après, tout en fonction de vos différentes fréquences de livraison. Ensuite, on va passer sur des éléments un peu plus stratégiques qui ont lieu de manière un peu plus, c'est à une fréquence moins importante, mais qui sont très, très stratégiques. Donc, on a tout ce qui est risk review qu'on peut avoir une fois par mois, qui va permettre de justement prendre les inputs un peu. Si vous regardez bien, en fait, on a toujours des flux info, change, info, change. En gros, on recueille du feedback des différentes cérémonies et différentes cadences qu'on a fait. Et à l'issue de ça, dans les autres cérémonies, les autres cadences, on va créer des actions pour changer et pour être dans cette optique d'amélioration continue. Donc, le risk review, bah, le seul input qu'il a, c'est celui du delivery planning meeting. Parce que, en fait, réellement, le delivery planning meeting, c'est lui qui va définir est-ce qu'on est capable de livrer, qu'est-ce qu'on va livrer, quels sont les impacts. Et donc, le risk review, c'est être capable d'identifier les risques et dans ce cas-là, mettre en place des changements au niveau soit opérationnel, soit au niveau plus stratégique qu'on va voir dans les deux autres comment dire, cadences. Donc, on va avoir le service delivery review qui justement là, on va revoir un peu notre stratégie de livraison par rapport à tout ce qu'on a à faire. Donc là, on va le faire toutes les 2 semaines. Et on va avoir le Operation Review qu'on va avoir aussi une fois par mois. Et là, ça va être vraiment très stratégique. Et donc, ça va permettre d'alimenter, hein, si vous regardez bien, on va alimenter le Service Delivery Review et le Strategy Review qui, lui, mettait en place justement les différents process. Donc, on voit que tout ça se goupille bien. Maintenant, dans les faits et dans la réalité, on a réellement que 3 cérémonies, trois cadences communes, pardon, qui se mettent vraiment en place. On va avoir le Replenishment Meeting, le Stand-Up Meeting et le Delivery Planning Meeting. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous le verrez dans les slides hein, que j'ai fait, hein, que vous aurez à disposition, l'Operation Review, le Service Delivery Review, le Risk Review implique la participation de beaucoup de gens qui sont en dehors de l'équipe. Et donc, c'est parfois compliqué d'impliquer les gens dans cette réflexion, sauf quand on est dans des transformations d'entreprise, où là, bien évidemment, tout le monde est embarqué, même si parfois il y a des réticences. Donc, normalement, ces différentes cadences doivent vous permettre d'être de manière, de faire de l'amélioration continue, de pouvoir identifier rapidement des problématiques, de limiter le lead time, d'améliorer le time to market. Donc, tout ça, ce sont les éléments que vous avez à votre disposition pour améliorer votre delivery et votre production. Donc, voilà. Et enfin, donc, comment? Il y a bien évidemment des avantages et des inconvénients. L'avantage, il est connu, hein, donc c'est de faciliter et fluidifier les workflows des différentes équipes, en s'adaptant au contexte, en s'adaptant à à tous les processus qu'on a en place et justement évoluer au fur et à mesure et monter marche par marche vers le chemin de la réussite. Après, les inconvénients, c'est que
à la base une méthode qui est issue de la production industrielle, hein, comme on a pu le voir, et donc elle s'adresse principalement à des choses qui sont répétitives et qui sont, voilà, on sait on aura toujours cette cadence qui va être mise en place. On sait qu'on va avoir telle opération qui vont se succéder, etc. Euh, donc, voilà. Donc dans certains cas, dans les cas d'innovation, etc., ça peut être un peu plus compliqué. Dans les gros projets avec des lots à livrer, avec des dépendances, etc., ça peut être aussi compliqué. Et je précise, et là, en fin de compte, tous ceux qui ont pu voir Kanban de près ou de loin, souvent Kanban est mis sans cadre, c'est-à-dire qu'on utilise du Kanban un peu comme un peu à l'arrache. On se dit, bah voilà, Kanban c'est facile, je mets des tickets, des post-it, je fais quelques flux, mais on ne met pas de cadre et on voit très très vite qu'il peut y avoir des conséquences négatives, ça peut même être un frein à tout ça. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui devait nous permettre d'améliorer, on se retrouve avec quelque chose qui nous ralentit. Donc ça, c'est un des pièges qu'il faut éviter au maximum. Après, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, hein. On voit que Kanban seul, bah, parfois, n'est pas assez adapté. Donc, on a essayé de prendre des choses de Scrum pour les mettre dans Kanban. Donc, voilà. Donc, ça, on crée des nouvelles choses. Après, voilà. Donc, je pense que Kanban, si on met un bon cadre, si on ne met pas de cadre, pardon, ça peut devenir un peu le foutoir. Donc, il faut éviter ce piège. Je ne vous ai pas parlé des rôles Kanban parce que justement, Kanban favorise les rôles, mais il y a quand même des rôles qui sont associés plus ou moins aux différentes cadences qu'on a vues, telles que le service request manager, le service delivery manager, qui sont des rôles spécifiques à Kanban IT, qu'on a un peu leur équivalence dans le Kanban industriel. Donc voilà, donc ça après, c'est pour ceux qui souhaitent plus, on pourra organiser d'autres choses pour vous en parler un peu plus. Donc voilà, j'espère que ma présentation vous a plu, j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, là, on va enchaîner sur des questions-réponses si besoin. Très bien, merci Abdel, c'était très clair, ok, très complet. Et donc, il y a des choses que tu n'as pas évoquées et peut-être qui vont faire. Alors, on t'entend plus, Nassur. Alors, attends, j'entends plus rien. J'entends plus, Nassur. Alors, est-ce que quelqu'un peut parler juste pour que je vois si c'est moi qui déconne ou si c'est le micro de Nassur? Moi, je vous entends. Je ne sais pas C'est le si vous micro de m'entendez. Nassour. Ah, c'est le micro de Nassur qu'on n'entend plus. Nassur, tu as un problème avec ton micro. Ah, là, on t'entend, Nassur. Ok, donc Abdel, merci pour cette présentation, c'était clair et complet. Donc, on va passer à la phase de questions-réponses. Je vais commencer, je laisse le temps, je laisse le temps aux autres de bien formuler leurs questions. Il y a la question j'avais deux questions. Classe de service. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur la question de classe de service? Parce que je ne l'avais jamais entendue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce sont les lignes là que tu mets Alors, pour je vais ce qui est repartager mon urgent? écran. Voilà, je vais repartager mon écran. OK. Ça, je vous le montre. Hop, tac. Donc, les classes de service. Alors, je remonte dessus. Donc, là, vous voyez plus le PowerPoint. Voilà. Donc, les classes de service. Alors, si je vais faire plutôt comme ça. Là, tu vois la présentation, bien sûr. Oui, oui, je vois, oui. Voilà. Donc, si tu vois ici, Je peux pas la dire. tu vois le board Spotify là en bleu. Oui, Donc, ici, en fait, tu as le tangible, le intangible et le expedite. En fait, le expedite correspond à l'urgence. d'accord, OK. D'accord? OK. Le intangible, c'est toutes les tâches de fond qu'on avait dit. Mhm. Le tangible, en fait, ça va être le standard. Ils l'ont appelé tangible, mais en fait, c'est standard. Et après, tu peux avoir celui avec une date spécifique. OK. C'est-à-dire que tu sais que tu dois avoir tel user story ou telle fonctionnalité qui doit OK. être fait à telle date parce qu'il y a des dépendances avec d'autres équipes ou autres. Et donc, ces classes Excellent. de service te permettent d'organiser ton travail, non pas par individu, mais par priorité. Les urgences, en général, on a du mal à les prévoir. Donc, quand ça arrive tout de suite. Donc, on OK. arrête et on le prend. Et ça permet comme ça d'avoir une classification au sein de tes flux de réalisation D'accord. qui te Très permettent bien, aussi merci. une Merci pour organisation cette accrue. réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou je peux enchaîner?
et je vais enchaîner. Et donc, tu as Alors, j'ai parlé une des petite question, rôles. excusez-moi, Oui. Vas-y, avant que vous preniez. Alors, tout d'abord, merci pour votre présentation. Je tenais à vous remercier encore une fois pour cette présentation Avec très, plaisir. très instructive et très intéressante, qui, de mon point de vue, me semble... Alors, par rapport aux autres méthodes d'agilité, je trouve que cette méthode d'agilité me semble plus simple dans sa lecture. Oui, bien sûr. Je ne sais Bien pas sûr. si, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, l'ensemble de l'auditoire, mais très honnêtement, je la trouve beaucoup plus simple. Parce que là, vous avez mis to do, in process et done, c'est tout. Après, à part ce que vous avez parlé de la partie rétro-planning, etc., etc., vous savez, tous les meetings que Oui, oui, vous oui, avez les parlé, différentes cadences, ouais. Les voilà, les différentes différentes cadences. cadences. Bon, là, je pense que c'est peut-être plus adapté dans des cas de process industriels. C'est peut-être ça aussi, peut-être. Ah, non, non, même dans le domaine de l'IT, Ah, d'accord, ces différentes cadences d'accord. sont utilisées et qui peuvent être très Mhm, utiles. Comme je mhm, l'ai dit, en fait, sur les 7 cadences, réellement, il y en a 3 qui peuvent être utilisées assez facilement parce qu'elles d'accord. vont plus concerner l'équipe en tant que telle. Mhm, Par contre, après, les autres cadences qu'ils vont avoir vont concerner plus l'entreprise ou mhm, la stratégie d'entreprise. Donc, ça va être plus mis en place lorsqu'il y a du Kanban à l'échelle ou des transformations agiles globales qui vont mhm. devoir justement impliquer plus que l'équipe elle-même, mais des services transverses et autres, quoi. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, ce que je remarque, c'est par rapport même si vous faites des ateliers et autres, je trouve que c'est beaucoup plus simple en termes de lecture et de visibilité, pour donner plus d'informations. Parce que les autres méthodes agiles, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est totalement un bloc, mais il y a tellement de petites choses, de petites subtilités quand on parle de user stories et autres, et que là, effectivement, là, il y a au moins quelque chose de plus, d'au moins lisible et sur lequel vous pouvez structurer en Non, fonction mais d'eux. bien sûr, je précise un petit truc. Kanban, à la base, Hmm. c'est pas de l'agilité. Kanban, à la base, D'accord. c'est une méthode qui existe hein, bien avant l'agilité, hein. Ah, Ça d'accord. existait avant l'agilité. Et en Mhm. fin de compte, c'est plus les méthodes agiles qui ont repris Kanban de par D'accord. ses avantages. Et en Mhm. fait, on a intégré un mindset agile à Mhm. une méthode qui existait déjà et on l'a adapté en fonction des besoins de l'IT. D'accord. Ok, Donc là, ok. c'est bien évidemment la lecture de comment est beaucoup plus simple parce que comme je l'ai dit dans la présentation, on va utiliser des processus qui sont déjà en place, on va garder les rôles qui sont déjà en place. Ça va être plus. Si je prends comment par rapport aux autres méthodes agiles, je le vois un peu comme un pont entre les anciennes méthodes de travail et l'agilité. Parce qu'en fait, par Mhm. exemple, ça va être beaucoup plus simple pour une entreprise ou pour une équipe de passer du cycle en V à l'agilité à Scrum en passant par Kanban en intermédiaire parce qu'on va garder les rôles, on va garder un chef de projet, on va garder de la MOA, etc. Mais l'équipe, d'un point de vue Mhm. réalisatrice, va utiliser Kanban. Et au fur et à D'accord. mesure, s'il y a le besoin, on pourra aller vers du Scrum parce qu'on aura déjà mis en place un board, on aura déjà quelques cérémonies, Mhm. on aura mis au fur et à mesure du concept agile et on aura mis un mindset agile dans l'équipe et dans les différentes parties prenantes. Et Mhm. ensuite, la transition vers d'autres méthodes vraiment agiles pures qui sont nées avec l'agilité sera beaucoup plus simple. Donc, c'est pour ça que, et je confirme ce que vous dites, hein, la lecture de Kanban est beaucoup plus simple. Et ben, c'est normal, elle ne fait pas partie des méthodes agiles de base. C'est une méthode qui Mhm. existait bien avant l'agilité. Et c'est D'accord. l'agilité qui a plus bénéficié de Kanban que l'inverse. Et on va dire que l'agilité a remis à la mode Kanban Mhm. et qu'il a aussi ouvert à d'autres secteurs d'activité autres que l'industrie. Oui, non, non, mais clairement. Et puis, bon, de toute façon, même à sa lecture, ça semble plus structuré, plus simple. Sans, bon, effectivement, l'agilité, c'est une chose, effectivement, parce qu'il y a pas mal de- d'interactions entre les deux. Mm. Mais je rebondis sur un sujet, sur un dernier sujet par rapport à ça. C'est quand vous aviez dit que l'ITIL V4, est-ce qu'elle peut se marier avec du Kanban ou pas du tout? Alors, ITIL V4, plus globalement, s'ouvre à l'agilité. D'accord. Donc, ça veut dire que les process et les normes ITIL dans la version 4 sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus ouvertes à l'agilité, contrairement à ITIL V3. Et donc, dans la mise en place de l'agilité au sein des équipes Ops et production, va être beaucoup plus simple si on a du ITIL V4 par rapport à l'ITIL V3. Mais moi, ce Mhm. que j'ai pu mettre en place, et en l'occurrence aussi chez Accor, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre en place du Kanban, très simple, très basique, avec un to-do, un done, un to-do, pardon, un in blocked, done, pardon, to-do, blocked, work in progress done, très simple, avec en gardant le process ITIL à côté. Et au fur et à mesure, on a mis en place ce qu'on appelle un socle d'excellence opérationnelle avec des indicateurs, etc.,
qui vont permettre justement de voir les points de blocage au niveau ITIL V3 pour passer à du V4 et voir à quel moment l'agilité va rentrer en collision avec ces principes-là pour justement essayer d'adapter. Donc, ITIL V4 va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus facile d'avoir du ITIL V4 avec de l'agilité plutôt que ITIL V3. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Très bien. Bah, merci pour ces informations. Pas de souci. Avec plaisir. Merci Abdel. Donc je reprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui veut partager ses sentiments par rapport à Kanban, notamment pour ceux qui ne font pas de l'informatique? Est-ce qu'ils voient Kanban comme un outil applicable dans leur contexte ou le témoignage d'une personne qui a fait du Kanban, qui a déjà pratiqué du Kanban dans d'autres contextes que l'informatique ou l'informatique et qui aimerait partager du coup son expérience? Ouais, Michael, je vais dire un Vas-y, petit Mickaël. mot si vous m'entendez. Voilà. Ouais, j'ai trouvé cette On t'entend. présentation intéressante, hein. Comme disait la personne juste avant, l'avantage de Kanban, c'est cette visualisation et puis cette adaptabilité, si j'ai bien compris, à l'existant. C'est ça que je trouve le plus dans Kanban, parce que des fois, quand on intègre de nouvelles méthodes, comme disait monsieur, c'est la capacité que les équipes prennent en main cette méthode. C'est pas évident. Et une petite question, justement, quand on veut mettre Kanban, à la fin, en conclusion, vous avez parlé de cadrage de Kanban. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez me donner, jamais moi qui travaille dans un service un peu tertiaire, comptabilité, quels sont les écueils que je devrais éviter? Est-ce que je dois mettre une note de cadrage pour justement aider les gens pour s'intégrer à Kanban, quoi? Alors, je pense que la première chose, c'est d'impliquer tout le monde. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont être concernées doivent participer à la mise en place de ces règles. Au niveau du cadrage de Kanban, ce qu'il faut définir, c'est justement les fameuses limites du work in progress. Par exemple, on voit trop souvent dans trop de domaines, peu importe le domaine, hein, que ce soit de l'IT, du tertiaire ou autre, les gens font trop de choses en parallèle. Et en fait, quand on fait trop de choses en parallèle, on a l'impression d'être un couteau suisse. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à délivrer. Donc, on fait beaucoup de choses, on Ouais. travaille beaucoup, mais on ne délivre pas beaucoup. Donc, ça crée de la frustration pour tout le monde, à la fois pour vous et à la fois pour les gens qui sont en attente de résultats. Donc, là, le premier cadre à mettre en place, c'est justement cette fameuse limite du work in progress. Donc, ça, c'est le premier cadre à mettre en place et le définir ensemble et surtout avec les personnes qui sont concernées. Une des erreurs qui peut être faite, c'est souvent les managers vont dire bah voilà, chaque personne limite deux tâches à la fois, alors qu'au final, peut-être que les personnes qui réalisent vont dire ah, même deux tâches, c'est trop, on n'est pas focus sur un sujet, donc on n'est pas performant. Donc, il faut vraiment impliquer les personnes qui sont en charge de la réalisation dans ces cadres-là. Ça, c'est l'élément primordial. Deuxième cadre à mettre en place, c'est définir les règles qui vont permettre de passer d'un flux à un autre. C'est assez simple quand on a un to-do, une progress done. C'est assez parlant. Par contre, parfois, on va avoir un to-do, un in progress, un in test, un in delivery et on a un done. Et donc, il faut définir quelles sont les règles qui vont vous permettre à quel moment vous considérez qu'un ticket ou qu'une tâche peut passer d'un flux à un autre. Voilà. Je pense que si on arrive déjà à mettre ces règles-là, Ouais. c'est déjà un très, très bon début. Et après, si le summum, c'est donc comme je vous disais, on a ce qu'on appelle des flux buffers, donc c'est les flux parking, en gros, où toutes les demandes vont affluer. Là, il faut essayer de définir des règles pour prioriser, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec trop de demandes Ouais, et vous c'est n'allez ça. pas pouvoir les prioriser. Et donc ça, c'est aussi important. Mais ça, en général, par exemple, si je prends Kanban, on a un rôle qui s'appelle le Service Delivery Manager, qui lui va être le point d'entrée pour justement prioriser et dire, bah, voilà, là, je vais alimenter le buffer parce que ces demandes-là sont prioritaires. Et après, donc, vous allez vous dire une limite. Par exemple, vous vous dites, en work in progress, j'ai une équipe de 10 personnes. Chaque personne peut traiter deux tâches à la fois. Donc, je vais avoir 20 tickets. Bah, vous vous dites, bah, je vais avoir 20 tickets qui vont arriver dans le buffer dès qu'il y a 20 tickets qui sont en work in progress. Et le rôle de cette personne-là, du service delivery manager, c'est justement de prendre tout ça, de prioriser et de mettre 20 tickets dans le flux buffer pour qu'ensuite, être en flux tendu, quoi. Ok, Voilà, merci. je vous en prie. Eh bien, merci Abdel pour cette réponse claire. Est-ce qu'il y a il y a des témoignages, des questions, des Ah avis ouais, sur le contenu? bonjour, j'aurais une question pour Abdel. Oui, bonjour. Oui, Euh,
Est-ce que tu pourrais revenir sur les livraisons, en fait? Tu disais, par exemple, une fois qu'on a fini une tâche ou un lot, on peut livrer directement sans attendre de… Alors, oui, bien sûr. Donc, en fait, on a l'idée en Kanban, normalement, comme on est sur du flux tendu. Là, je parle plus du domaine IT que je maîtrise vraiment. Mhm. Et ça, c'est plus l'agilité qui a apporté ça. L'idéal, normalement, c'est en agilité, on parle pour une tâche ou pour une fonctionnalité, on va parler d'user story. Et on dit que cette user story est invest. Donc, dans le invest, il y a le indépendante. C'est-à-dire que normalement, je réalise une tâche, je suis capable de la réaliser, de la tester et de la livrer sans avoir de dépendance avec d'autres tâches ou d'autres fonctionnalités. Et donc, l'objectif, et c'est ce que essayent de faire par exemple Google, Facebook ou autres, tous les grands, les géants de l'IT, c'est que en fait, on fait ce qu'on appelle de l'intégration continue et du déploiement continu. C'est-à-dire que je réalise un ticket. Par exemple, si je prends là, vous voyez l'écran, hein, donc là, j'ai la story 15, par exemple. Normalement, je pourrais enchaîner le flux complet. Et c'est-à-dire que dès que celle-ci, elle est testée, par exemple, et qu'elle est validée, je serai capable de la déployer en production de manière totalement autonome et automatique. Ça, c'est l'idée. Maintenant, dans les faits et dans la réalité, très, très peu d'entreprises ont cette capacité. Parce qu'il faut vraiment avoir une usine logicielle, une usine de déploiement très performante, une stratégie de test très stricte pour éviter justement d'impliquer des régressions et autres, et avoir aussi toute une infrastructure assez scalable pour pouvoir faire ça. Donc, dans la réalité, en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, on va créer des packages de livraison et on va avoir des release plans pour pouvoir justement dire, bah voilà, là, à telle date, je vais livrer cet ensemble de fonctionnalités et ce sera qu'à cette date-là que ça va passer. Et donc, on le voit bien aussi dans le board de VMware, ils ont un ready for production et en fait, au moment où il y aura tous les tickets qui vont être tous les tickets qui appartiennent à la release qu'ils avaient planifiée, bah, c'est à ce moment-là qu'on fera le déploiement. Ouais, donc on dépend toujours de jalons, de dates de livraison, etc. Alors oui, mais ça, c'est parce que c'est les organisations qui sont comme ça. Maintenant, normalement, avec Kanban, et si on essaie de respecter toutes les étapes, donc c'est-à-dire déjà dans la rédaction des fonctionnalités, des user stories, avoir vraiment des choses qui sont indépendantes, autonomes, assez aussi pas trop grosses, parce que plus on va avoir des fonctionnalités qui sont grosses, plus l'impact va être important et plus la livraison peut être problématique. Donc, on va essayer de favoriser aussi de découper les fonctionnalités en petits lots pour pouvoir livrer de manière autonome. Il y a un exemple des ateliers que j'ai l'habitude de faire. Vous prenez une feuille A4, vous la coupez en 3 et vous en prenez une autre, vous la coupez en 8. Vous verrez que les combinaisons sont différentes et les possibilités de livraison sont différentes. Quand vous avez une feuille A3 coupée avec A4 coupée en 3, les combinaisons, donc vous les découpez de manière totalement différente. Hein. Vous verrez que vous pourrez livrer un ticket avant l'autre, mais on va dire les différents schémas sont assez limités. Par contre, si vous avez découpé votre feuille A4 en 16, là, vous verrez que les différences, les différentes stratégies de déploiement sont beaucoup plus importante. Maintenant, la problématique, c'est qu'il faut avoir une maturité et toute une mécanique qui vous permettent de livrer de cette manière-là. Et ça, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui. Hein. Comme je vous l'ai dit, la majorité qui ont cette possibilité-là sont les géants de l'IT. Par exemple, si on prend Google, ils fonctionnent de cette manière-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont livrer des toutes petites fonctionnalités de manière continue, c'est-à-dire ils la réalisent, ils la testent. Vraiment, toute la chaîne est faite de manière fluide et automatique. Par contre, ils ont une mécanique de déploiement où ils vont déployer dans des zones spécifiques en bêta-test. Et une fois que leurs KPIs de test, donc leurs indicateurs de test sont bons, ils généralisent de manière automatique le déploiement. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très lourd à mettre en place. Et il faut avoir une maturité de test, là j'insiste, très poussée pour éviter d'intégrer des régressions sur votre application ou votre site web en production. Ok. Merci pour tes réponses. Je t'en prie. Merci Souhaite pour ta question. J'ai une question, bien sûr. Ahmed, je t'en prie. Oui, tout d'abord, donc, merci Adèle pour la qualité de la présentation.
Moi, j'ai deux questions en fait finalement. La première, ça concerne les acteurs en fait. Je sais que dans les autres frameworks agiles en fait, on parle souvent des acteurs, notamment par exemple sur Scrum, on va parler du Scrum Master, du PO, etc. Ici, dans la présentation, je n'ai pas ressenti effectivement les rôles et responsabilités ou les acteurs qui peuvent exister dans une approche Kanban. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quid en fait, du Kanban à l'échelle. C'est-à-dire que moi, de mon expérience en fait, industrielle, par exemple chez Valeo, on travaille dans un polygone industriel où il y avait plusieurs fournisseurs et tous étaient synchronisés dans une approche Kanban qui avait vocation, in fine, à la fin, à la dernière étape, du coup, de livrer en fait, par exemple, un phare pour une voiture, par exemple, comme Volkswagen ou Renault. Donc, toutes ces équipes-là travaillaient effectivement à l'échelle, donc pour justement livrer le produit fini. Quid, par exemple, d'une application dans le domaine de l'IT sur vraiment une approche à l'échelle du Kanban dans un projet informatique? Ça, c'est la deuxième question. Je ne sais pas si je Alors, suis… oui, c'est très bien. Donc, pour répondre à la première question, donc les rôles, il y a des rôles au niveau du comment agile. Comme tout à l'heure, je les ai mentionnés, Service Request Manager, Service Delivery Manager, qui sont des rôles spécifiques. Maintenant, ce Ah, sont des d'accord. rôles qui ne sont pas spécifiques, qu'on va pas forcément retrouver souvent parce qu'ils sont, comme comment favorise plus les rôles et les responsabilités qui sont déjà en place pour faciliter les transitions, pour faciliter la mise en place de la méthode. Donc, ce pas des rôles qui sont répandus, ce pas des rôles mandatory comme on peut avoir au niveau du Scrum Master, du Product Owner et autres dans d'autres méthodes agiles. Maintenant, dans le domaine de l'IT, on retrouve toujours cette notion de PO, Product Owner, parce que maintenant, on sait que le Product Owner a apparu avec Scrum, mais on va le retrouver maintenant plus dans une stratégie d'entreprise avec un Product Owner, un Product Manager, où on va plus avoir des stratégies produits. Donc, c'est devenu un rôle qui est limite sorti de Scrum, donc on va pouvoir les retrouver. Et ce rôle de chef d'orchestre un peu, ou de coordinateur ou de facilitateur qu'on a avec le Scrum Master en Scrum, bah, ça va être soit porté par des chefs de projet, soit porté par des Scrum Masters, soit pour ceux où le rôle n'existe pas, eh ben on va utiliser les rôles de Kanban qui vont être par exemple le Service Request Manager, qui lui va être le point d'entrée, va traiter les demandes et il va avoir un rôle à la moitié PO et à moitié Scrum Master si on fait l'analogie avec Scrum. D'accord. Après, on peut très bien réutiliser par exemple les services Delivery Manager. C'est des rôles qu'on retrouve par exemple dans la partie Ops, dans la partie production. Donc, c'est des rôles qui existent déjà, qui peuvent aussi à la fois travailler sur le Kanban. Donc, ça peut être des rôles multicasquettes, tout ça. Pour répondre simplement, il n'y a pas de rôle imposé dans la méthode Kanban. Souvent, on va utiliser des rôles qui sont déjà en place dans l'organisation dans laquelle on est. Mais pour la culture, il faut savoir que les rôles existent et ils ont des rôles bien spécifiques. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question. Ensuite, sur la deuxième question, concernant Kanban à l'échelle. Kanban à l'échelle au niveau de l'IT, si on veut le mettre en place, ça implique d'utiliser les cadences que je vais vous montrer là. Voilà, qui sont les trois cadences qu'on voit là. Donc, Operation Review, Service Delivery Review et Risk Review. Et dans ces différentes cadences, si on regarde par exemple maintenant, si je vous présente rapidement donc le Operation Review, quand on regarde les participants, on va avoir le service delivery de chaque équipe Kanban, le service request manager de chaque équipe Kanban, le top management, le middle management, les senior business owners, etc. ou tout utilisateur clé dans l'équipe. Donc en fait, on voit qu'il va y avoir des cadences vraiment à l'échelle où on va retrouver les différentes parties prenantes qui vont interagir ensemble pour pouvoir planifier qu'est-ce qu'on doit livrer tous ensemble lorsque différentes équipes travaillent ensemble. Maintenant, selon moi, c'est quand même, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas assez répandu au niveau IT. Et selon moi, vaut mieux faire du Scrum à l'échelle plutôt que du Kanban à l'échelle. Pourquoi? Parce que le Kanban à l'échelle, Kanban de base, on va traiter du flux tendu. Donc, ça veut dire que très souvent, en tant que coach agile, je vais conseiller une équipe qui n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qu'elle doit livrer d'utiliser du Kanban. Par contre, sur les équipes où ils ont de la visibilité, ils arrivent à planifier et savoir vraiment qu'est-ce qui doit sortir en fin de réalisation, je vais leur dire allez vers du Scrum. Donc, là où
dans le domaine industriel, comment est assez adapté parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit produire, on sait très bien où on veut aller. Dans le domaine IT, ce n'est pas le cas parce qu'on peut dire je veux une application e-commerce, par exemple. Une application e-commerce, tout le monde sait ce que c'est. Par contre, quand on va vouloir réaliser l'application e-commerce, il peut y avoir plein de façons différentes, au même titre que construire une maison. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est une maison. Par contre, la cuisine peut être différente d'un habitant, d'un particulier à un autre. Et en fait, les applications IT, c'est un peu comme ça. Donc, pour faire du comment sur des choses sur lesquelles on ne maîtrise pas et on n'a pas de visibilité, c'est très bien. Par contre, sur des choses où on sait très bien où on veut aller, je ne vais pas conseiller le comment. Je vais plus conseiller Scrum parce qu'on a des vraies cérémonies de planification, on avait des vraies cérémonies de démo, on a des vrais release plans, etc., contrairement à comment. Donc, pour moi, comment, à l'échelle, existe, mais n'est pas forcément adapté à la réalisation de projets IT. Très bien, très Pour clair. avoir répondu à ta question. Merci Abdel, c'est clair. Okay. Excellent. Donc, je vais prendre le relais. Il est 13h06. Hein, je ne vais pas abuser de votre temps, à moins qu'il y ait une question majeure. N'hésitez pas à me couper la parole. Donc, d'abord, je vais remercier Abdel pour la qualité de sa présentation et aussi ses retours sur les différentes questions. Merci à ceux qui ont été là aujourd'hui et qui ont posé des questions. Merci encore.